Bonjour Natacha Polony. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin en une de vos journaux, les familles tremblent et c'est le pays qui déprime. Le Figaro, Hollande veut faire payer les familles. Le Progrès, pourquoi les familles vont se serrer la ceinture. Le Parisien aujourd'hui en France, allocation familiale, ce que va vous coûter la réforme. Le Dauphiné, allocation ou quotient familial, qui va payer? Alors pendant ce temps, d'autres s'en tirent plutôt bien. En une de Marianne, la grande évasion fiscale, les vrais responsables. Alors les allocs, la politique familiale du gouvernement, évidemment, qu'en disent les éditorialistes ce matin? Oui, alors déjà, au vu du nombre d'éditos consacrés à la question, ça pourrait bien devenir un nouveau boulet pour le gouvernement. Il y a ceux comme Jacques Camus dans La République du Centre qui défendent le principe d'universalité. Ceux qui récusent les deux solutions envisagées. Hervé Canet, par exemple, dans La Nouvelle République. Soit c'est un impôt nouveau, run du quotient familial, et une autre promesse du candidat Hollande vole en éclats. Soit c'est la modulation des allocs et les accusations d'injustice, de démagogie vont fleurir. Et dans le Figaro, évidemment, Gaëtan de Capelle fait la liste de toutes les prestations qui pourraient être revues bien avant de toucher aux familles. Régime des intermittents du spectacle, régime spéciaux des retraites, oui, vous savez, ceux que Nicolas Sarkozy s'était vanté d'avoir supprimés. Bon, la liste des dépenses injustifiées, écrit-il, est infinie au pays des 30 000 ronds-points. Alors en attendant, Sud-Ouest met en une étude qui montre le désarroi des classes moyennes, ces classes moyennes qui se considèrent comme les dindons de la farce, ceux qui ne pourront jamais pratiquer l'optimisation fiscale, mais qui ne bénéficieront pas non plus des aides de l'État. Une catégorie sociale, pourtant, nous dit le journal, qui a largement contribué à la victoire de François Hollande en 2012, mais qui, aujourd'hui encore, se demande où est le changement. Les incidents se poursuivent, les affrontements mais extrêmement violents en Turquie. Oui, c'est l'autre sujet du jour qu'on retrouve en une de Libération, un air de printemps, même si le journal, en fait, compare plutôt ce mouvement à celui des indignés. Aujourd'hui, écrit Marc Semo, la Turquie est incontestablement beaucoup plus démocratique qu'il y a 15 ans, avant les réformes lancées au nom de l'Europe, mais elle l'est beaucoup moins qu'il y a 5 ans. Condamnation pour blasphème, interdit de l'alcool, retour du voile. Erdogan, nous dit Jean Levallois dans la presse de la Manche, libère peu à peu ces vieux démons qu'il avait su contenir en islamisant progressivement une Turquie qui fondamentalement ne le souhaite pas. Alors toujours cette question finalement de l'existence d'un islam des Lumières qu'on cherche. On en est là en Turquie, mais on n'en est même plus là en Libye. Et il faut lire l'article de Martine Gozlan dans Marianne. Elle y évoque le gouvernement qui ne contrôle plus qu'un tiers du pays. Et encore, avec l'aide de la milice locale, les attentats journaliers, la tribalisation du pays, le sud libyen devenu base arrière d'AQMI. Tout ça pour ça, interroge-t-elle. Oui, il y a des bilans que certains n'ont pas intérêt à dresser. La ministre de la Justice, qui sera donc notre invitée demain en direct de la prison de Fleury-Mérogis, a organisé un séminaire un peu particulier. Oui, c'est le Figaro qui nous l'apprend, un séminaire infligé aux magistrats sur les violences et discriminations à caractère sexuel. Alors, comme le remarquent certains d'entre eux, la loi punit déjà la discrimination en raison de l'orientation sexuelle, l'homophobie. Alors, le but de ce stage, il s'agissait d'étendre la question à l'identité de genre, un terme qui apparaît à de nombreuses reprises dans le discours de la ministre, nous dit Laurence de Charette, alors qu'elle n'existe dans aucun texte. Et pour cause, elle désigne en fait le sentiment d'appartenance au genre féminin ou masculin. Le syndicat majoritaire, lui, a très peu goûté les termes de la convocation et également les dépenses somptuaires, dit-il, engagées pour ce camp de rééducation de fin de semaine. Alors, dans la presse, vous avez aussi relevé une histoire qui est un vrai cloche-merle. C'est très très drôle, c'est à lire dans Le Monde, une page sur un petit village d'Auvergne, Saint-Saturnin, qui vit une guerre de tranchées. En cause, la volonté farouche d'une paroissienne de déplacer le maître-autel du XVIe siècle, qu'elle juge contraire à l'esprit de Vatican II, pour le remplacer par une œuvre d'un artiste contemporain. On ajoutera d'ailleurs que la dite paroissienne a déjà de nuit, et avec l'accord du curé, scié la grille qui entourait le chœur, et qui elle aussi renvoyait trop à l'esprit XIXe siècle. Alors la paroissienne en question s'appelle Marie-Claude Hortefeux, mère d'un célèbre ancien ministre. Et dans le camp des défenseurs du maître-autel, on trouve un certain Valéry Giscard d'Estaing, habitué des lieux. Ça rend l'affrontement beaucoup plus amusant. Alors le temps pourri semble s'être éloigné de notre pays, mais on continue à parler de climat quand même dans la presse. Oui, il y a une page passionnante d'Emmanuel Leroy-Ladurie dans Le Monde. L'historien nous replonge dans l'angoisse médiévale face aux mauvaises récoltes. Mais on peut lire aussi la chronique de Jean-Pierre Robin dans Le Figaro. François Hollande est-il responsable
responsable de la mauvaise météo de la France. C'est une chronique qui nous raconte, études à l'appui, comment le contexte économique influence notre perception du temps. Pas sûr, nous dit-il, que le président soit bien inspiré de plaisanter sur le sujet. Il est déjà surnommé Rain Man par la presse britannique. Louis XIV, lui, dansait déguisé en soleil pour conjurer les effets d'un petit âge glaciaire. François Hollande, écrit Robin, serait bien avisé de prendre des cours de danse de façon à rayonner un peu plus. Le clin d'œil du jour. Alors, on ne pouvait pas passer sous silence le sujet santé du jour. C'est dans le Guardian. Après la mastectomie d'Angelina Jolie, Michael Douglas évoque son cancer de la gorge et nous explique qu'il est dû au papillomavirus et donc provient de la pratique du cunnilingus. L'article nous raconte que l'auteur a d'ailleurs effectué dans sa vie des séjours en hôpital, censément pour des problèmes d'alcool, plutôt en fait pour soigner une addiction chère à DSK. Et Michael Douglas, alors rassurons-nous, il est aujourd'hui en rémission, précise d'ailleurs, puisqu'il a encore la santé, qu'une fois qu'on l'a, ce cancer, eh bien le cunnilingus, c'est aussi le meilleur moyen de le soigner. Ça, je suis pas sûre que ça relève d'un protocole médical homologué. Vous êtes fiers de votre chute là ou pas? Non, pas du tout. Elle a osé ce matin nous parler C'est de l'information. du cancer de Michael Douglas. Merci beaucoup Natacha Polony.